Good morning to our Renew press conference. Thank you very much for being here. Before I hand over to our president, please note already to your agendas, even if we have still a little bit to go, but in January, the 13th of January actually, our president will hold our traditional New Year's press conference in the same format as every year at the Place Jourdan in the Sofitel. So 13th of January, save the date for your agendas. This is our New Year press conference, and now I hand over. The floor is yours, Valérie. Thank you, Catherine. Hello, everybody. Thank you for joining us today. Before moving to our main plenary topics, let me begin with some brief words following the ongoing discussions on Ukraine. Given the gravity of the situation facing Ukraine and the EU, Renew Europe will hold a special group meeting this afternoon with High Representative Kaja Kallas, member of our political family, to address these critical challenges. The stakes are high. But let's get the big picture first. The so-called Trump-Putin peace plan for Ukraine, circulated this weekend, has triggered shockwaves across European capitals, and I welcome that this plan has not been adopted in its original version, because it would have represented the most significant strategic setback for Europe since the end of the Cold War. Let's be crystal clear. That plan would have been a dangerous blueprint for Ukraine's surrender by force, and a precedent that would have gravely endangered Europe's long-term security. That proposal demands that Ukraine gives away its sovereign territories, accept permanent military limitations, and forego its Euro-Atlantic future. Russia, the aggressor, would have been rewarded with the recognition of territorial conquest and the prospect of sanctions relief. This is not diplomacy. This is a dictated peace, and this is never acceptable, because the stakes are high. If a major nuclear power can invade a democratic neighbour, withdraw borders with international approval, the consequences will impact from the Indo-Pacific to the Middle East and Africa. States everywhere will conclude that treaties offer no protection, that alliances may bend, and that only sheer and blunt power decides. No sustainable peace is possible without Ukraine and without Europe. This draft offered a very unsettling view of the direction in which Ukraine would have almost been forced. So let's face this with our united ambition. This means, concretely, we call for a substantial European presence and contribution in ongoing and future talks, to secure that any peace settlement involving Ukraine toughens European security, to secure respect for Ukraine's sovereignty and its free choice of alliances, including EU membership, to secure strong security guarantees, which are essential. We call for long-term military support, rapid mobilization of frozen Russian assets, and we call for major acceleration in Europe's defence industrial capacity. To this end, coming back to this plenary, Renew Europe fully supported a joint demand with EPP, SD and Greens in requesting a plenary debate tomorrow morning to address it in this House and get across this message to the leaders. It is a make or break moment. Europe can give it with ambitions for Ukraine's and our own security. Otherwise, we enter in a phase of historical European weakness. Speaking of power and how Europe can get better, let me share another top plenary priority this week. La stratégie arctique et les priorités en matière de sécurité. Renew Europe, vous le savez, pilote le rapport stratégie diplomatique de l'Union et coopération géopolitique dans l'Arctique, qui sera adopté cette semaine. L'article devient un point de tension géopolitique majeur qui nécessite une mise à jour urgente de la stratégie européenne. On a l'expansion militaire de la Russie. On a la route de la soie polaire de la Chine qui menace la stabilité régionale, ce qui appelle à un renforcement de la coordination entre l'Union européenne et l'OTAN. Tout cela pour protéger les infrastructures et pour dissuader toute agression. Les ressources énergétiques de la région sont également essentielles pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Donc Renew Europe appelle à des partenariats approfondis avec l'Islande, avec la Norvège, le Groenland et le Canada,
et insiste sur le respect des droits des peuples autochtones, sur une gestion durable des ressources et sur une augmentation du financement dédié à l'engagement européen dans l'Arctique. Nous soutenons également fermement l'adhésion à l'Union européenne des pays arctiques qui le souhaitent, afin de renforcer la sécurité collective et la gouvernance dans la région. Last topic, China. China's dominance in raw materials has become one of Europe's most pressing strategic weaknesses. China today dominates this global market of critical minerals essential for modern technologies, be it semiconductors, be it satellites, be it advanced defense systems, and nearly every component of the green and digital transition, to name just a few. China controls not only the mining and refining of these materials, but also the global processing chains that turn them into usable technologies. That gives China an unmatched degree of strategic leverage and power. For Europe, this dependency is not just an economic risk. It is a geopolitical one. Our digital industries, green transition and security capabilities, they all rely on materials that are mainly processed outside our control. And China is weaponizing this power. China has already used export controls and restrictions in past geopolitical tensions, a reminder that supply security cannot be taken for granted. Accordingly, reducing Europe's dependency is key. It is about resilience. So we call for diversifying supply via trusted partners, increasing domestic extraction where possible, scaling up recycling and circular use, and accelerating European processing capacity. These are essential steps. The Critical Raw Materials Act 2 years ago is the first major framework to push Europe in this direction. Let's stick to it and go further. A more independent ecosystem would allow Europe to safeguard its industrial base and consolidate its geopolitical sovereignty. It is a strategic imperative for Europe's future. Thank you. Thank you very much, our President. We have time for a couple of questions, and please note that the President will take the floor on the topic of Ukraine tomorrow in the key debate. We will circulate the speech as soon as possible, and reach out if you need it. You can also talk with me bilaterally. Thank you very much for identifying yourself and the media you work for. Max, Politico. Yes, thank you. We asked the same question to Irache Garcia before. What is like Omnibus last week, this week deforestation, there's many other votes, right-wing majority and so on. What will Renew do, right? What will be your answer? Are you planning anything concrete on it? What to do with EPP now? Are you just going to accept the fact that they can do, the double game, or what is it going to happen in concrete terms? What's your plan? On the other hand, I wanted to ask if you would comment on Parliament President Roberta Metsola. Do you think she should also step in and try to bring the centre together, or is her approach to say all majorities are fine, good for you? Thank you. Vous le savez, je l'ai toujours dit et je continuerai de le défendre. La seule majorité viable, quand on est pro-européen, c'est la majorité autour de cette plateforme, des groupes pro-européens. Je fais le constat comme vous du shift qui est en train de s'opérer aujourd'hui au PPE. On le voit dans les discussions entre les coordinateurs dans chacune des commissions, on le voit dans les votes dans les commissions, on le voit dans les votes en plénière. Le texte sur Omnibus est symptomatique de ça. On le sait tous, une majorité en format plateforme était possible. On l'avait, c'était le deal jury. Une fois que ce deal jury a échoué, on avait encore la possibilité de revenir en format plateforme. C'est un choix politique du PPE pour l'Omnibus de privilégier une alliance avec l'extrême droite. Parce que le deal jury, il était soutenu par le PPE. Donc il y a ce shift qu'on voit en commission, en plénière, en COP, de plus en plus souvent, et qui nous inquiète, parce que la seule option possible quand on est pro-européen, et je sais qu'il existe encore des pro-européens au sein du PPE, c'est l'option de la plateforme. C'est la stabilité. Donc moi je considère que la séquence de l'Omnibus est un précédent grave et dont il faudra qu'on tire des conséquences dans les relations évidemment avec le PPE. Mais ma priorité, c'est de continuer à essayer de faire vivre ce format-là, puisque c'est le seul qui permette de trouver une solution aux défis majeurs pour l'Europe et pour les Européens.
same, Metsola, même chose, ce shift. Alors, je pense que dès lors qu'on a la volonté politique, et effectivement, plus les semaines passent et plus je m'interroge sur le shift du PPE, mais dès lors qu'on a la volonté politique de travailler ensemble dans l'intérêt des Européens, toutes les volontés qui contribueront à ramener les groupes et le PPE autour de la plateforme sont les bienvenues, évidemment. We go first and back to Emmanuel and then here. Thanks. Oui, bonjour, Emmanuel Strosser pour Bruxelles 2. Sur l'article, quels sont les pays de l'Arctique qui souhaitent adhérer à l'Union européenne? Je veux bien une reprécision là-dessus, j'avoue. Et j'avais deux autres questions, l'une qui porte sur le débat qui aura lieu demain sur les violations de l'espace aérien et du sabotage d'infrastructures critiques par la Russie et la Biélorussie. Vous parlez plutôt de guerre hybride, comme les conservateurs. Est-ce que c'est une question de sémantique qui a fait débat pour savoir comment qualifier ce qui se passe? Est-ce que ça a fait débat entre les groupes politiques pour savoir comment nommer le débat qui aura lieu demain? Et puis, dernière question sur le Soudan. Vous appelez à des sanctions ciblées visant les Émirats arabes unis. Pourquoi uniquement les Émirats arabes unis, et quelle probabilité vous estimez, vous pensez que le Conseil va vous suivre là-dessus? Premier point. Aujourd'hui, dans la stratégie arctique, c'est une relation privilégiée qu'il faut construire et renforcer avec le Canada, le Groenland, l'Islande, la Norvège. Il n'y a pas de discussion à ce stade sur une éventuelle adhésion à l'Union européenne. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'en Islande, il y a un débat et un référendum qui sera organisé avant 2027 pour une éventuelle adhésion à l'Union européenne. Et on voit bien la force d'attraction de l'Union européenne pour les pays de l'Arctique qui veulent, dans tous les cas, renforcer la relation. Le Premier ministre groenlandais est venu en hémicycle il y a quelques semaines, en plénière, et nous appelons à un renforcement de nos relations d'un point de vue géopolitique, géostratégique, et nous avons des intérêts convergents en termes de valeurs. Donc, que ce soit via une adhésion formelle ou le renforcement des liens, c'est une stratégie partagée qu'on doit développer. Sur la guerre hybride, c'est le bon qualificatif, c'est celui que nous portons, poussons, et qui correspond à l'étal des menaces auxquelles nous sommes confrontés. Il y a la menace militaire et la guerre militaire que la Russie a engagée en Ukraine. Et puis, il y a la guerre hybride avec les drones, la désinformation aussi, toute cette stratégie globale qui est menée par nos ennemis à laquelle il faut répondre de la manière la plus efficace possible. Donc au-delà de la terminologie qui, à mon sens, doit faire consensus, c'est la stratégie pour y répondre sur laquelle on doit se concentrer. Sur le Soudan, c'est une crise humanitaire sans précédent. Et moi, je voudrais d'abord saluer le fait qu'on ait enfin une position du Parlement européen et que la lumière soit faite sur la situation au Soudan, qui est dramatique et qui malheureusement dure. On est en train de finaliser, donc les négociations sont en cours pour finaliser la position du Parlement européen. Effectivement, nous appelons à des sanctions ciblées, à la désescalade, au fait de s'assurer que l'aide humanitaire peut accéder. Et nous condamnons toutes les initiatives, quelles qu'elles soient, qui contribuent à cette crise. Oui, merci. C'est Danielle Weber avec la radio publique luxembourgeoise. C'est aussi sur la majorité au sein du Parlement européen et notamment le dossier de la déforestation. Quelle est la position de votre groupe et est-ce que vous craignez encore une fois que le PPE va voter ensemble avec l'extrême droite pour aboutir à sa position? Comment se passent, selon vous, les discussions sur ce dossier à ce moment? Merci. Pardon. Les discussions sont encore en cours. On donne encore une chance à la plateforme et j'espère qu'on trouvera une position commune. Au-delà du vote, en fait, on voit bien que sur ce texte, ça ne va pas depuis un an. Il y a un an, la Commission européenne est venue en nous disant que les entreprises n'étaient pas prêtes. Et par ailleurs, elle ne l'était pas aussi parce que la Commission européenne n'avait pas travaillé à temps sur les lignes directrices. On nous a demandé de faire une révision ciblée sur la date de mise en œuvre.
On avait tous pris l'engagement de s'en tenir à la révision ciblée. L'engagement n'a pas été respecté. L'engagement n'a pas été respecté non plus par la présidente de la Commission qui avait assuré que si la révision, s'il y avait des amendements qui étaient déposés, je ne dis même pas adoptés, par rapport à sa proposition initiale, elle retirerait sa proposition, ce qu'elle n'a pas fait. Ça, c'était il y a 1 an. Et tous les groupes ont été divisés. Et on se retrouve 1 an après avec un problème technique. En fait, c'est juste pas entendable ce qui se passe. C'est pas possible que la Commission soit pas prête. Et c'est pas possible qu'on se retrouve encore une fois dans ces discussions-là au Parlement européen. Donc on a un problème majeur d'organisation au sein de la Commission, de prévisibilité. Je sais que les services techniques sont tous mobilisés pour y apporter des réponses, mais on voit bien qu'au Parlement européen, au-delà de la technique et des points techniques, il y a la volonté de revenir sur un certain nombre de textes sur lesquels on s'est déjà positionné. Sur déforestation, c'est symptomatique. Vote sur le mandat précédent, on y est revenu il y a 1 an et on revient aujourd'hui. Donc c'est aussi une leçon que doit tirer la Commission, parce qu'il faut qu'on soit efficace à partir du moment où on vote des lois. C'est le rôle de la Commission de s'assurer de leur mise en œuvre la plus rapide et la plus efficiente possible. Donc on a des défaillances majeures du côté de la Commission, et puis ces dynamiques politiques qu'on connaît au Parlement européen qui vont venir mettre à mal, évidemment, le texte qu'on a voté. Thank you very much, and thank you to you for now. And if you have questions, just reach out. Thank you.